Merci Henri, merci Nadia. Alors je veux dire que c'est un peu de ma faute si j'ai donné plus de temps probablement aux orateurs, sachant qu'il y avait 4 topos à la place de 5, donc essayer d'être un peu indulgent, bien entendu. Vous avec une femme, Henri, c'est bien une femme. Donc, sans transition, on va donc passer la parole au professeur Xavier Capdevila, qui travaille au CHRU de Montpellier et qui est le vice-président d'ASFAR, de Société Française d'Insertion. Je crois savoir qu'il a déjà fait une présentation chez vous. Il a tellement aimé ça qu'il a dit tout de suite, lorsque je lui ai proposé, j'accepte. Sa thématique et concerne évidemment l'anesthésie loco-régionale. Là aussi, il est internationalement reconnu dans ce domaine et il va nous parler de l'ALR en orthopédie. Merci Xavier. Merci beaucoup, mon cher Hervé. Merci à tous d'être de cette invitation au sein de l'Académie de chirurgie. C'est toujours un honneur de parler aux collègues chirurgiens et de partager avec eux des sujets qui nous tiennent à cœur. Et celui-là en est un. Alors, c'est vrai que anesthésie régionale et chirurgie orthopédique, c'est quelque chose d'assez particulier, je dirais très courant. Et il faudrait quasiment, mais ça c'est comme beaucoup de sujets, malheureusement, des heures et des heures pour en parler. Et donc, il faut bien choisir un plan de communication lorsqu'on parle de l'anesthésie régionale. Alors, ce qu'on sait, c'est que, évidemment, l'anesthésie régionale, non seulement s'est développée de façon exponentielle ces 20 dernières années, qu'elle est aussi beaucoup plus prolixe qu'elle n'était il y a quelques années, avec une multitude de blocs et une multitude de techniques qui permettent, bien évidemment, d'être centrées sur le patient. Et on va essayer de voir quels sont les grands points de d'intérêt de cette anesthésie régionale en chirurgie orthopédique. Alors, tu vois que ça ne marche pas. Ouais. Donc, ce qu'on sait, c'est que d'abord, très clairement, la chirurgie fait mal. Donc, ici, il n'y a rien de particulier, bien évidemment. Notamment, la chirurgie orthopédique fait partie des chirurgies qui sont parmi les plus douloureuses en post-opératoire, en périopératoire, et que donc, bien évidemment, on sait que si on a la chirurgie orthopédique, eh bien clairement, on aura ce qu'on appelle des trajectoires, et ça c'est maintenant extrêmement bien reconnu, qui malgré, comme l'a rappelé Nadia, l'utilisation d'analgésie multimodale, vont entraîner des douleurs sur plusieurs jours, et on sait pertinemment qu'un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer la chronicisation douloureuse, eh bien, il y a la durée de la douleur post-opératoire, et notamment dans les 4 premiers jours de l'intervention. Ensuite, il y a la durée de la chirurgie, il y a un certain nombre de facteurs, bien évidemment, y compris les traitements pris par le patient. Mais on sait très bien, vous voyez, par exemple, que la chirurgie du genou, lorsqu'on fait une prothèse totale de genou, eh bien, a une trajectoire douloureuse, malgré l'infiltration, malgré l'analgésie multimodale, qui est susceptible d'entraîner une analgésie qui sera un petit peu perturbée et donc un risque de chronisation douloureuse. Alors, ce qui explique également ce qu'on connaît pas seulement aux États-Unis mais également en Europe, cette maximalisation de consommation de ce qu'on appelle des opiacés ou ce qu'on appelle des OMS grade 3. Et on voit ici, par exemple, vous voyez, pour la chirurgie du genou, chirurgie de l'épaule, prothétique essentiellement, et on voit pertinemment qu'en quelques années, les personnes qui ont pris de la prescription d'opiacés pendant plus d'une semaine, vous voyez, qui excédait 7 jours, a augmenté de façon extrêmement importante aux États-Unis. C'est une publication de la Annals Surgery de 2019. Et on voit clairement qu'il y a forcément des choses à faire. Et parmi les choses à faire, eh bien, il y a la possibilité d'utiliser des analgésies par voie régionale pour diminuer, bien évidemment, l'utilisation de ces opiacés en post-opératoire. Et vous voyez sur la partie droite de la slide que globalement, pour de la chirurgie prothétique de la hanche, par exemple, eh bien, vous voyez très clairement une diminution de la consommation d'opiacés lorsque des programmes RAC ont été mis en place avec l'utilisation de blocs nerveux périphériques pour ce type de chirurgie. Alors, on va essayer de voir deux grands pans, si vous voulez bien, de l'anesthésie régionale. Le premier pan qui va être essentiellement vu à l'aune des complications, c'est l'anesthésie périmédulaire, autrement dit l'anesthésie rachidienne, l'anesthésie arrache-anesthésie, la spinale, ou la péridurale, qu'on fait très très peu en chirurgie orthopédique, vous savez. Donc on va essentiellement parler de la spinale.
Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement connu maintenant, avec des publications dans des journaux de grande valeur, Lancet, même New England, qui montrent que globalement, lorsqu'on regarde les complications, et ici c'est la complication, on va dire, c'est le critère le plus dur, c'est la mortalité à 90 jours. Vous voyez sur des registres qui ne sont pas des petits registres, plus de 400 000 prothèses de hanche qui ont été regardées dans ce papier du Lancet, eh bien très clairement, l'utilisation d'une anesthésie rachidienne, une rachianesthésie, permet une diminution de la mortalité à 90 jours et à 30 jours aussi d'ailleurs dans ce papier du Lancet. Donc si on regarde le dernier papier qui est très récemment dans le journal de l'Académie américaine de chirurgie orthopédique, qui regarde la différence entre anesthésie spinale et anesthésie générale pour la chirurgie de la prothèse totale de hanche ou de genou, très clairement, la majorité des complications, si on regarde bien évidemment tout type de complications, les pneumopathies, l'insuffisance rénale, le taux de transfusion, les réadmissions après la chirurgie, tout est diminué de façon significative lorsqu'on utilise une rachianesthésie en lieu et place d'une anesthésie générale pour ces patients. Donc, on va continuer. Alors, évidemment, on va essayer d'aller dans des choses un petit peu plus précises. Est-ce que c'est vrai partout? Alors, c'est essentiellement vrai chez des patients qui ont ce qu'on appelle des scores de fragilité, au moins vulnérables, voire vraiment très fragiles, en préopératoire, autrement dit des personnes âgées, par exemple, qui nécessiteraient une chirurgie de prothèse de genou ou prothèse de hanche. Et dans ces conditions-là, bien évidemment, la rachianesthésie sera l'anesthésie à privilégier de toute évidence par rapport à une anesthésie générale, y compris une anesthésie générale bien faite, avec par exemple une anesthésie totale intraveineuse ou l'utilisation de sévoflurane avec les logiciels que l'on connaît bien d'anesthésie pilotée. Si on se tient maintenant à la fracture du col du fémur, dont on sait pertinemment évidemment que c'est une population particulièrement fragile, est-ce qu'on retrouve les mêmes visions qu'avec la chirurgie de la hanche et du genou? Eh bien oui, vous voyez que là aussi, si on regarde la mortalité à 60 jours, la mortalité à 30 jours, la mortalité à 90 jours essentiellement, eh bien vous voyez que globalement il y a une diminution de mortalité, toutes choses étant égales par ailleurs, lorsqu'on utilise la rachianesthésie, essentiellement la rachianesthésie fractionnée d'ailleurs, qu'on peut appeler aussi rachianesthésie continue, par rapport à l'anesthésie générale. Alors, on en arrive à des choses qui sont encore plus intéressantes, c'est-à-dire on va comparer les établissements en fonction du pourcentage d'anesthésie rachidienne qu'ils font, et c'est une étude très récente publiée dans Anesthesiology, qui montre très clairement, et on va la résumer très simplement sur ce graphe, où on voit que dans les hôpitaux qui utilisent plus de rachianesthésie, plus d'anesthésie régionale, eh bien, il y a une diminution du risque de mortalité lorsqu'on fait de la chirurgie orthopédique majeure. Donc clairement, vous voyez que si on s'en tient qu'à ce point-là, est-ce qu'il est légitime de faire une anesthésie périmédulaire dans un certain nombre d'anesthésies de chirurgie orthopédique? Oui, clairement. Et ici, on a fait essentiellement PTH, PTG et fracture du col. Si on regarde maintenant le fait de faire des choses en ambulatoire, notamment sous-spinal, est-ce que ça peut être recommandé? Vous voyez qu'on est en train de parler de plus en plus de la fast-track spinal et fast-track totallique, autrement dit le fait de faire de la RAC dans la chirurgie du hanche et du genou. Eh bien, il faudrait que nous aussi, anesthésistes réanimateurs, nous nous adaptions à vos techniques chirurgicales qui vont permettre de faire de la chirurgie ambulatoire en faisant des anesthésies spinales qui seront plus courtes et en tout cas que l'on pourra très clairement gérer en termes de temps et de risque notamment de rétention urinaire. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'anesthésies locaux sont préférables à d'autres. Alors maintenant, le deuxième grand pan, c'est, vous en doutez, tout ce qui est bloc nerveux périphérique. Alors il est hors de question, dans un topo comme celui qui m'a été demandé en 15-20 minutes, de parler de tous les blocs, mais évidemment ça n'a aucun sens. Donc je vais essayer de voir pourquoi, globalement, avec vous, pourquoi les blocs nerveux périphériques sont une avancée absolument majeure en chirurgie orthopédique, et pourquoi, bien évidemment, ces blocs font partie de l'armamentarium de l'anesthésiste réanimateur qui travaille en chirurgie orthopédique.
Nous, par exemple, à Montpellier, pour vous donner une idée, dans le département de chirurgie orthopédique dans lequel les collaborateurs travaillent, eh bien, nous faisons entre 70 et 78% d'anesthésie régionale chez nos patients. Et les blocs en font évidemment partie, soit des blocs en injection unique, soit des blocs en injection continue avec un cathéter pour le post-opératoire. Alors on a les blocs de l'extrémité supérieure, les blocs de l'extrémité inférieure, tout a été dit, tout a été revu à l'aune de l'arrivée de l'échographie. Maintenant les choses sont extrêmement caractérisées. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ça a transformé la façon dont on fait l'anesthésie en chirurgie orthopédique? Complètement, c'est clair. Quand on regarde la majorité de la littérature, ici c'est un papier publié dans Healthcare qui est le journal qui montre un petit peu les organisations médicales qui ont lieu dans les services de chirurgie et de médecine. Et bien, vous voyez, ici c'est un service de chirurgie qui est suivi sur une dizaine d'années. Et vous voyez que très clairement, le nombre de blocs périphériques a monté de façon extrêmement importante au début des années 2000 jusqu'à la moitié des années 2000 que nous vivons actuellement, avec une diminution, comme on le voit sur le graphe de droite, de l'anesthésie générale associée à cette chirurgie, notamment ambulatoire. Et en tout cas, la conclusion de ce papier est qu'on est là dans une innovation du soin qui est apporté aux patients, avec une meilleure prise en charge et des coûts réduits. Et pour ces auteurs, c'est même quelque chose qu'ils appellent une innovation de l'ordre de la disruptivité. C'est quelque chose donc que maintenant, ne pas faire d'anesthésie régionale en chirurgie orthopédique, c'est considéré comme un manque de chance pour le patient quand cela est indiqué. Alors, bien évidemment, pour la chirurgie orthopédique ambulatoire notamment, c'est encore avec l'anesthésie régionale une diminution notamment du passage en salle de réveil, une diminution de la durée d'hospitalisation. Mais attention, il faut être précis, organisé, avoir des salles qui nous permettent de ne pas faire perdre du temps aux chirurgiens lorsqu'on fait de l'anesthésie régionale. Et c'est ce qui a été vu dans cette étude, où il peut y avoir de temps en temps un échec. Et si tout ça n'a pas été pris en compte avec une organisation au cordeau, eh bien on peut faire perdre à ce moment-là un petit peu de temps et d'efficience avec l'anesthésie régionale. Et vous voyez qu'ici, il y a une analyse multivariée qui montre que clairement, lorsqu'on a un département qui n'est pas un département de chirurgie ambulatoire, mais qu'on fait ce qu'on appelle ambulatoire forain au sein des services de chirurgie conventionnelle, eh bien, il y a un risque de chance d'avoir une efficience qui est un petit peu moins intéressante avec l'anesthésie régionale. Alors, maintenant, si on regarde un petit peu le type de bloc et ce qu'on peut faire chez les patients, eh bien, on va juste voir deux, trois choses importantes. D'abord qu'en fonction du type de chirurgie, bien évidemment, il faudra être sûr de ce qu'on fait. Donc, par exemple, pour la chirurgie du genou, vous savez que, notamment, il n'y a pas encore quelque chose qui a été montré comme supérieur au bloc fémoral, même si les infiltrations sont très intéressantes. Je vais y revenir dans 30 secondes. Mais pour l'instant, le bloc fémoral est quelque chose qui est recommandé pour la chirurgie du genou. Bloc fémoral plutôt en continu, ou bloc du fémoral associé à un bloc du canal des adducteurs en continu pour permettre une rééducation optimale. Mais véritablement, ça a changé le pronostic de ces patients associés évidemment à vos changements de chirurgie, avec de la chirurgie mini-invasive et la chirurgie associée bien évidemment ambulatoire pour ceux qui la font. Alors l'utilisation de blocs périphériques dans le management global en chirurgie orthopédique, eh bien, c'est l'amélioration de tout ce que vous voyez dans le tableau, avec une amélioration évidemment des complications, des effets adverses, une participation du patient, une amélioration de la satisfaction, une réduction de la consommation d'opiacés, bref, beaucoup de choses qui montrent que c'est extrêmement utile. Alors, doit-on faire des blocs single shot ou des blocs avec cathéter en continu qui permettent de perdurer l'analgésie régionale en post-opératoire? La majorité du temps, pour la chirurgie majeure, eh bien, clairement, c'est le bloc continu qu'il faut privilégier, notamment pour la prothèse d'épaule, pour les acromioplasties ou les coifs de rotateurs très compliquées, pour les prothèses de genoux, surtout lorsque ce sont des reprises de prothèses, pour la reprise de prothèses de hanche. Bref, pour ces chirurgies dont on sait qu'elles vont être douloureuses, eh bien, le bloc continu est à privilégier. Il est à privilégier, vous le voyez, avec une satisfaction des patients qui est améliorée et très clairement une amélioration de tous les effets et de tous les outcomes qu'on peut voir chez le patient. On peut le faire aussi en
en ambulatoire. Et très clairement, ici, nous avions, c'est une des petites études que nous avons faites dans le service, vous avez publié il y a quelques années, nous montrons que, par exemple, lorsqu'on utilise des possibilités d'avoir de la perfusion périneurale à la maison, avec des bolus notamment, eh bien, on optimise, vous voyez, on va se concentrer sur le dernier histogramme à droite, à 3 jours, eh bien, tous les patients qui ont la perfusion périneurale d'anesthésie locaux peuvent faire toutes les tâches de la vie quotidienne, etc., alors que les patients qui reçoivent de la l'APC à morphine, vous voyez, uniquement 40% d'entre eux, après une chirurgie ambulatoire douloureuse, sont susceptibles de faire ces tâches de la vie quotidienne. Donc très clairement, c'est quelque chose qui est à privilégier. Alors on a à un moment donné eu la peur de dire oui, mais alors les anesthésistes, vous avez la bloquite aiguë, vous mettez des cathéters un peu partout, et notamment sur la chirurgie du genou, les patients vont tomber. Alors ça, il faut arrêter cette vision des urgences urbaines, et ça a été largement montré dans de nombreuses études, y compris celle-là sur plus de 190 000 patients. Il y a des chutes, certes, mais elles sont la plupart du temps dues à des vertiges, à des problèmes qu'on connaît bien après prothèse de hanche ou prothèse de genou de reverticalisation. Et le bloc périphérique n'a jamais été considéré comme étant quelque chose qui potentialisait le risque de chute. D'ailleurs, si on regarde le papier publié récemment dans Pain, qui regarde l'intérêt d'utiliser les blocs nerveux périphériques, vous voyez que la majorité des paramètres que vous avez là sont plutôt en faveur de l'utilisation des blocs périphériques en chirurgie de la prothèse totale de hanche notamment, mais la prothèse totale de genou, c'est exactement le même schéma, et la prothèse totale d'épaule également. Eh bien, vous avez, lorsqu'on regarde les chutes, les inpatient falls, les chutes à l'hôpital, vous voyez qu'il y en a plutôt moins lorsqu'on fait des blocs nerveux périphériques que lorsqu'on n'en fait pas. Alors, pour terminer, 4 slides sur des nouvelles techniques. Alors, on fait de l'infiltration. Vous savez que maintenant, nos collègues et amis chirurgiens orthopédiques font beaucoup d'infiltration, notamment dans la chirurgie du genou, puisqu'on sait que dans la hanche et l'épaule, ça ne marche pas. Mais dans la chirurgie du genou, ça marche bien. Et donc, pérenise cette technique. Alors, il faut savoir que si on regarde quand même des choses un petit peu fines, notamment sur la qualité de l'analgésie sur plusieurs jours, et puis la possibilité de récupération fonctionnelle, on voit quand même que le bloc fémoral reste supérieur par rapport à l'infiltration périarticulaire, même si l'infiltration périarticulaire, pendant les 24 premières heures, fait un bon boulot et permet de limiter la douleur. Il faut savoir aussi qu'un certain nombre d'études commencent à montrer des effets, notamment un risque d'infection, un risque de toxicité systémique avec les doses qui sont mises de temps en temps dans les infiltrations, notamment la prothèse de genou. Alors on peut utiliser d'autres techniques, et notamment ce qu'on appelle des blocs qui vont éviter l'atteinte motrice, notamment ce qu'on appelle l'IPAC, qui est un bloc postérieur dans le compartiment poplité que peuvent faire les anesthésistes réanimateurs avant la chirurgie, qui permettront d'avoir uniquement les branches géniculaires postérieures qui, associées à un bloc fémoral ou un bloc du canal des adducteurs, permettra de ne pas avoir d'atteinte motrice et donc d'éviter éventuellement les petits déficits de contractilité pendant les 24-36 premières heures chez les patients. On peut aussi faire dans la chirurgie de hanche ce qu'on appelle le bloc péricapsulaire. Ce sont des choses où on va encore une fois chercher les branches uniquement sensitives de la capsule et du cotyle et de la tête fémorale. Et ça, ce sont des choses qui sont intéressantes parce que ce sont des blocs qui évitent, ce sont des infiltrations, si vous voulez, mais où on va chercher avec l'échographie où mettre la pointe de l'aiguille. Eh bien, ça évite les atteintes motrices qui pourraient avoir lieu, encore une fois, dans les 24-36 premières heures après la chirurgie. Et puis enfin, last but not least, le fameux Wallant, la Wide Leg Local Anesthesia Without Tourniquet. Donc, ça a été, vous le savez, mis en avant par un chirurgien qui s'appelle Donald Lalonde, un chirurgien canadien, qui a fait essentiellement de ce qu'on appelle au Canada de l'office-based surgery, c'est-à-dire la chirurgie ambulatoire en cabinet en ville, et il a fait des infiltrations essentiellement donc, au niveau de la main et de l'avant-bras de ses patients, pour montrer qu'on pouvait avoir un certain nombre d'avantages à faire ça. Alors, il y en a quelques-uns qu'on connaît bien. Alors après, est-ce que le fait de ne pas avoir de structure hospitalière, le fait de ne pas avoir d'anesthésiste réanimateur sont des avantages? J'en sais rien. En tout cas, lui le signale comme tel.
mais on commence à avoir des choses, notamment maintenant pour la réduction des fractures de cheville, etc. Nous, on en fait pas mal ici à Montpellier, notamment pour la chirurgie du monde supérieur, mais ce sont les anesthésistes réanimateurs qui appliquent. Et donc, pour terminer, juste pour vous montrer trois visions, vous voyez à gauche l'infiltration pour la prothèse de genou, au milieu, infiltration associée à un bloc du canal des adducteurs, et à droite, quelqu'un qui a eu une prothèse de genou quelques heures avant et qui a un bloc fémoral continu. Vous voyez que globalement, il n'y a pas vraiment de limitation lorsqu'on veut faire ce type de chirurgie ambulatoire. Et clairement, toutes les techniques d'anesthésie régionale associées évidemment au progrès retentissant que vous avez fait en chirurgie font qu'on peut avoir bien évidemment des choses extrêmement intéressantes, comme même ce patient, vous voyez là, qui pose ses cannes pour montrer qu'il va très bien et il va même en marche arrière avec une moonwalk. Donc je pense qu'on peut avoir des choses très intéressantes si tous ensemble on va évidemment dans la même direction pour améliorer nos prises en charge quotidiennes pour les patients. Merci beaucoup. Merci infiniment, mon cher collègue. Je souhaite, vous êtes bien de Montpellier, c'est bien ça? Ça, oui. Oui. Je passe le meilleur temps à Montpellier qu'ici en Franche-Comté ou en Lorraine. Là aussi, oui, j'ai appris beaucoup de choses. C'était, encore une fois, si vous voulez, j'ai gardé cet esprit un petit peu merveilleux. Là, vous me montrez 3 patients qui marchent avec des prothèses de genoux, mais on a vécu quand même, on dit attention, dans la chirurgie du genou, pas de bloc, parce que les malades, ils ont tellement pas mal, bravo les anesthésistes, mais ici, ils se laissent la figure, ils se font une fracture du col au-dessus de la prothèse de genou pendant une faible économie le matin. Et en fait, tout ça, c'est des mythes aussi. Vous avez l'air de dire que, parce qu'on a lu des choses, quand même, je crois qu'on a compris une histoire de chasse, c'est des mythes que vous avez vécu, vous avez probablement vécu, et non. Personnellement, mon service, ça ne m'a jamais jamais. Il faut dire que c'était Hervé qui faisait les blocs. Ce sont des histoires qui circulent bien évidemment, et encore une fois, il fallait le démontrer, donc il faut des très très grandes séries pour montrer qu'on ne dit pas que les patients ne pas, mais la évoquée qui est de dire que c'est le bloc, non, franchement, d'accord. Concentration, etc. Je peux poser une question? Oui, mais bien sûr, je vous en prie. Bonjour, oui, salut Gérard. Oui, merci pour votre magnifique présentation qui, s'il avait besoin d'être convaincu voilà, de l'anesthésie loco-régionale, voilà, donc on l'est. Simplement, 2 questions, parce qu'on aime bien, nous les chirurgiens, un petit peu publier nos résultats. La première, quel est votre taux de complication, abcès, hématome ou autre? Et la deuxième, quel est votre taux d'échec? D'accord. Alors, les complications, vous parlez des complications des cathéters nerveux périphériques, par exemple? Par exemple, oui, de toute fonction, quelle qu'elle soit, il y a quand même des risques. C'est pas totalement anodin, et peut-être plus, question qui m'intéresserait plus, c'est votre taux d'échec. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors ça, il y a beaucoup de grandes séries qui ont été faites, y compris, donc, on a publié de très très grosses séries dans le service et en multicentrique national. Alors, le taux, par exemple, parce que ça, c'est très très important, ce que vous dites comme question, par exemple, le taux d'infection, en tout cas, le taux d'abcès ou en tout cas de points purulents au point d'entrée du cathéter. Alors ça, c'est le taux d'infection, il est à 0,04%. Donc on est très très bas en termes de... Le taux, par contre, de colonisation, il est, je dirais, malheureusement presque aussi haut que les rodons que vous mettiez avant, et que vous ne mettez plus maintenant, mais c'est quelque chose qui est... Donc une colonisation est quelque chose d'assez fréquent. Et le taux assez fréquent, c'est-à-dire qui va entre 12 et 25% en fonction des séries de colonisation, c'est-à-dire quand on enlève le cathéter, et qu'on fait un brin de buisson, paf, il y a ça, il y avait un certain nombre de germes, mais ça n'a jamais entraîné quoi que ce soit. Et si on regarde, comme on voyait sur les redons d'ailleurs à l'époque, et si on regarde le taux de petits points rouges autour du cathéter, avec éventuellement un petit peu de pus qui puisse sortir, ça va en fonction des séries entre 0,8 et 2%. Donc ça, ce sont des choses... Après, les neuropathies, vous savez, les neuropathies, c'est très très faible. Vous savez que les neuropathies liées au bloc, même s'ils ont beaucoup d'expertise, on les met souvent en avant, mais par rapport aux neuropathies liées à la chirurgie, pour des raisons, encore une fois, de difficultés chirurgicales, etc., je n'ai absolument aucun doute sur les capacités de nos collègues chirurgiens à faire la chirurgie, mais c'est
très très important, c'est même 10 fois moins hein, quand on regarde les grandes séries la majorité du temps. L'échec, alors ça c'est vachement intéressant, l'échec, globalement le taux d'échec en bloc single shot, c'est en bloc injection unique, il est toujours entre 2 et 4%, presque tout le temps dans la majorité des séries qui sont publiées. Et ces échecs sont dus à quoi alors? J'ai disparu. Non, pas du tout, vous êtes toujours là. Vous avez entendu ma question, c'est dû à quoi ces échecs? Les échecs les échecs, alors je crois que bon, alors, il faut regarder devant sa porte, je pense que c'est des blocs qui sont mal faits, malgré l'échographie. Malgré l'échographie. Oui, qui sont mal faits. Ou alors, il y a de très très rares patients qui ont des difficultés à avoir des blocs, notamment un bloc sensitif. Alors, ce qui est assez paradoxal, ça peut être les patients diabétiques, par exemple. Eux, souvent, ont un bloc qui est très rapide et qui est prolongé, et de temps en temps, ils ont une intolérance, en tout cas une difficulté à avoir un bloc, mais voilà. Encore une fois, c'est assez rare, c'est entre 3 et 5%, on les retrouve dans la majorité des voilà. Dire qu'on a 100%, c'est quelque chose qui doit être un peu honnête quand même. Question, Michel Maire. Michel Maire. Michel Maire, vous avez la parole, Michel ou Jean-Michel. Merci Henri. Je voudrais d'abord saluer notre président. Bonjour Michel. Je voulais saluer Hervé parce qu'il y a 30 ans, quand je dirigeais le service de chirurgie de la main, nous avons fait des milliers d'anesthésies locaux-régionales grâce à son activisme, sa compétence et qui a transformé le confort de nos patients. Et je voulais remercier M. Capellet pour sa conférence parce qu'il a insisté sur quelque chose qui est essentiel pour nous en chirurgie de la main. Le malade ne doit pas souffrir en post-opératoire. Et grâce à ces techniques d'anesthésie locaux-régionale, nous avons fait chuter considérablement les syndromes douloureux régionaux complexes, qui étaient véritablement un vrai problème à gérer sur le long terme et avec un taux de revendication très élevé des patients. Ça a beaucoup changé. Je voudrais également poser une question sur le Walland, parce que vous êtes en train de vous faire déposséder de votre savoir-faire qui est considérable sur l'anesthésie locaux-régionale, et pour des raisons économiques, on voit arriver une génération de chirurgiens qui savent tout faire. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est ce mélange de la xylocaïne et de l'adrénaline, et Dieu sait si Donald Lalonde, que j'ai entendu de multiples fois aux États-Unis, nous dit qu'il n'y a aucun risque de mélanger les deux. En tant qu'expert à la Cour de cassation, j'ai déjà des injections intraneurales de xyloadrénaline qui condamnent définitivement la fonction du nerf. Donc je voudrais savoir un petit peu comment vous allez piloter ce Walland Surgery qui m'inquiète. Je vous rappelle que ça triomphe actuellement aux États-Unis uniquement à cause de l'Obamacare. Quand Obamacare s'est installé dans les cliniques et les hôpitaux, les chirurgiens ont vu leurs honoraires baisser de 25 à 30%. Ils se sont débarrassés des honoraires d'anesthésistes et même parfois en chirurgie de la main de leur infirmière assistante. Comme ça, ils ont retrouvé leur honoraire antérieur. Et en tant que praticien en chirurgie de la main, je ne vous cache pas mes inquiétudes à ce sujet. Alors vraiment, non seulement je vous remercie, monsieur, mais je suis complètement en accord avec vous. Et on se bat, et Dieu sait qu'on s'est battu, et on a fait des conférences à la SPAR pour le montrer. C'est que, globalement, je pense que c'est une récession de venir, un recul, de venir à la chirurgie infiltrative. Alors, nous, on la sélectionne vraiment pour un certain nombre de patients, et je vous le dis, à Montpellier, c'est nous qui la faisons. Et on l'a fait associé à ce qu'on appelle des blocs distaux. Donc un bloc distal, par exemple, que ce soit celui d'une nerf ulnaire, du nerf radial ou du nerf médian en fonction des besoins de la chirurgie. Un bloc distal, essentiellement sensitif, que l'on fait nous avec échographie, etc. Et le Walland, on le fait aussi en échographie, ce qui n'est pas du tout la technique de Lalonde qui met donc beaucoup d'anesthésiques locaux. On met peu d'anesthésiques locaux, c'est-à-dire qu'en général, nous, on fait des Walland avec 20 à 25 ml d'anesthésie locale, ce qui est loin des 70, 100, 120 ml que met la lampe dans une main, la lampe dans une main. Donc, je pense qu'il faut l'adapter, et vous avez tout à fait raison, sans être paranoïaque. Quand on a vu arriver ça, on s'est dit, oulala, ça fait
30 ans avec Hervé qu'on se bat sur tous les estrades pour démontrer que l'anesthésie régionale est quelque chose qui est extrêmement important et que ça doit se faire en collaboration avec nos collègues chirurgiens et qu'on doit être sûr qu'on fait les choses bien. Et là, tout d'un coup, il y a des gars qui vont arriver et qui vont mettre de l'anesthésie locale un peu partout en disant que ça marche super bien. Donc on le réserve essentiellement quand, par exemple, chez nous, Michel Chamas ou Bertrand Poulet nous dit j'ai besoin que la main bouge et qu'on ait voilà, j'ai besoin de quelque chose de très particulier. Et à ce moment-là, on fait une voie lente, mais c'est nous qui faisons. Encore une fois, je le répète, pour ne pas perdre la main sur l'anesthésie régionale, qui, je le rappelle, est une petite anesthésie. C'est-à-dire que le truc de dire, tu files cette anesthésie régionale, ça ira vite, etc. Vous savez que la petite trachéanesthésie a tué beaucoup de patients, et que probablement en chirurgie orthopédique, notamment la fracture du col, le plus grand serial killer, c'est la trachéanesthésie. Hein. Donc il faut quand même le savoir, et ça c'est quelque chose de très important. Merci et continuez à l'enseigner. Président, On peut poser une question. Albert Claude, oui, Albert Claude, vas-y, la parole. je voulais rebondir sur l'intervention de notre ami Merle, disant que les chirurgiens qui savent tout faire, il n'y a pas que les chirurgiens, il y a pas mal de médecins interventionnels, alors pas seulement en chirurgie de la main, mais en chirurgie vasculaire. Il y a de plus en plus d'interventions sous différents types d'anesthésie, a priori à minima, et qui sont faites souvent dans des conditions qui ne sont pas totalement satisfaisantes, et ça concerne pas mal de disciplines. Donc il faut faire attention, la compétence des médecins anesthésistes est vraiment une collaboration extrêmement utile, importante, qu'il faut absolument valoriser, non pas sous des prétextes économiques, comme vient de le dire notre ami Michel. Aux États-Unis, se libérer d'un collègue qui va moins partager l'assiette d'honoraires qui sera mise à sa disposition. Oui, là, je reprends la parole, excusez-moi, mais je vous la rends ensuite, mon cher collègue. Ça, c'est de la touche sourde, la notion éthique. Vous savez, comme l'Académie nationale de chirurgie, quand même est très sensible à ces prises en charge. Je me tournerai une nouvelle fois pour Michel. Je savais, quand j'ai vu sur votre diaporama la technique de balance qui était décrite, je me suis dit, si Michel est toujours avec nous, là, il va nous dire quelque chose. Ça n'a pas raté. Et je pense que on en a déjà discuté. Des auteurs m'ont demandé quel était mon avis, et il y a un article qui apparaît dans Hand Surgery. Alors, tu vas voir mon nom dans Hand Surgery, alors que tu sais très bien que je ne suis pas spécialiste de la main, où j'ai écrit noir sur blanc en anglais, je traduis très rapidement, que la technique telle qu'elle était décrite ne devait pas être utilisée, qu'il était déconseillé de l'utiliser actuellement en France. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas être plus net et plus précis. Alors, ce n'est pas tant le fait de dire le chirurgien fait tout, après tout, il y a toujours des collègues un peu éclectiques qui voudront toujours tout faire et tout seul, bon, peu importe. Mais c'est qu'en plus, comme a très bien dit notre collègue pendant sa conférence sur l'anesthésie loco-régionale, je veux dire, c'est la notion de travail en équipe, et ça, de toute façon, on pourra de moins en moins. Et il faut que les jeunes le comprennent bien et que les voies dans lesquelles ils s'engagent, où je suis le dieu de la chirurgie, je peux tout faire, y compris bien sûr de l'anesthésie, qui est une sous-spécialité. Tout ça, c'est pas très bien, et ça conduit qu'à l'échec, et le jour où ils se retrouvent devant un tribunal, là, ils comprendront leur douleur. Voilà. Je vous rends la parole, mon cher collègue. On peut poser une question. Je peux faire un petit commentaire? Voilà. Juste un petit mot. Oui. Non, mais je vais couper la parole de personne. Non, simplement, c'est juste un commentaire, c'est pour dire qu'évidemment, comme je le disais, Sous-Document, c'est quelque chose de formidable et d'extrêmement convaincant. Mais vous savez, vous connaissez mon investissement, ou certains d'entre vous le savent, pour la chirurgie humanitaire. Alors là, je n'hésiterai pas à employer le terme de révolutionnaire. Vous imaginez comme ces approches loco-régionales sont absolument capitales dans des endroits précaires. Et j'ai pratiqué, moi, avec notamment un anesthésiste extraordinaire que je n'hésiterai pas à citer, qui s'appelle Jacques Brunard, qui venait avec son petit échographe, etc., et qui faisait des anesthésies loco-régionales dans des pays précaires, où autrement on n'aurait certainement pas pu opérer les malades. Donc c'est quelque chose aussi auquel il faut penser. Certes, il fait bien de le rappeler, mais là, on se plaçait dans le contexte, on va dire, d'une situation normale. Et bien sûr. J'ai aussi pratiqué, en particulier au Vietnam, un certain nombre de choses que, évidemment, je ne peux pas faire en France. Il y a d'autres question? Non.
Non. Oui, vas-y, mon cher président. Excusez-moi de reprendre la parole. D'abord, je voudrais saluer Michel Merle, parce que je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais je suis ému de le voir parce que, d'abord, ma nomination, elle est liée beaucoup aux chirurgiens. Je fais partie, Henri, dont Michel a fait partie à l'époque. Et donc, forcément, je suis redevable et tellement content de voir Michel Merle ici parce que je suis rentré dans une école de chirurgie de la main hors pair à ses côtés. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai regretté qu'il quitte le CHU, mais c'est le devenir de chacun et c'est un choix. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vais me remettre du côté finalement du professeur Jardet en disant, quand on regarde un petit peu ce qu'on voit en médico-légal, on a quand même quelques neuropathies liées à des anesthésies loco-régionales. Parfois c'est pas clair, parfois c'est assez clair. Il y a eu un bloc fémoral, il n'y a pas eu de garrot, etc. On a des neuropathies qui sont épouvantables pour les patients. Ma question à Xavier, c'est est-ce que l'échographie protège un petit peu de ça par rapport aux moyens de repérage qu'on utilisait avant, la neurostimulation qu'ont bien connu à la fois Michel et également le professeur Koudan, le président de l'Académie nationale de chirurgie, et d'autres que je connais moins, mais voilà, est-ce que ça protège un petit peu ça? Alors, oui et non. Je vais dire, faire un bras de mise au normand, je ne sais pas s'il y a des normands ici, mais la vision, elle est de dire que, globalement, ce qui protégerait vraiment, c'est ce qu'on est en train de travailler, que le CRD beaucoup en ce moment, qui est une modalité qui associe l'ultrason, bon ça on va dire c'est la base de la base, associée à une neurostimulation sentinelle qui serait non pas quelque chose qui permet de guider, mais juste de protéger, hein, puisqu'on sait que c'est très spécifique et peu sensible, et associée à une mesure de pression. Hein, parce que là, on doit être sûr de ne pas injecter notamment un intrafasciculaire, si par exemple on perd une image chez des blocs un peu compliqués. Donc ça, il y a beaucoup de travaux qui sont en train de se faire là-dessus. On avait été surpris, tu te souviens qu'avec mon ami Olivier Choquet, on était allé à la MSASF, et on avait fait une analyse sur 10 ans de toutes les déclarations qui avaient été faites de neuropathie notamment et d'atteintes neurologiques. Et durant ces 10 années, il y avait eu l'introduction de l'échographie qui était arrivée. On avait été étonné de voir qu'il y avait encore un nombre de neuropathies dont un certain nombre étaient liés totalement à l'anesthésie régionale, il faut le reconnaître, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, loin de là, je dis que c'est faible, mais il y en a, et que malheureusement, l'échographie ne protégeait pas complètement et avait fait changer le spectre, c'est-à-dire qu'on était passé de beaucoup de neuropathies interscaléniques et poplitées, au niveau ménisciatique, au niveau du poplité, à plus de neuropathie fémorale. Et on sait tous pourquoi, c'est parce qu'en fait, il y a cette propension pour les anesthésistes réanimateurs lorsqu'ils commencent l'échographie à faire un peu de la PlayStation, c'est-à-dire on arrive sur le nerf, c'est super, on le pousse un peu, et on le titille, etc., et on injecte, et on veut être sûr que ça fait tout le tour du nerf, et donc on passe derrière, on passe devant, etc. Et ça, ce sont des choses qui ont été démontrées comme évidemment étant délétères, que l'échographie n'est qu'un outil, l'échographie n'est pas une vision anatomique, c'est ce qu'on appelle de la sono-anatomie, c'est qu'un outil, et donc il faut s'en servir en tant que tel, et être prudent, même lorsqu'on utilise l'échographie. Donc oui, il persiste encore, même si ça a diminué, et ça a été montré dans de nombreuses études de registre et études de méga-data trial, il persiste encore un très faible rythme de neuropathie, qui n'a pas été éliminé malgré l'échographie. Merci. Oui, attendez, excuse-moi Michel. Il y a notre secrétaire perpétuel qui voulait poser une question. Il vient de m'envoyer un texto. Oui. En fait, c'est Hubert Johannet. Merci pour votre communication. Alors, elle porte sur les blocs, mais moi je suis pas orthopédiste. Je voulais vous interroger sur les blocs périnéaux. Je ne t'entends pas. Périnéaux. Donc sur les blocs périnéaux, parce qu'à la préhistoire de l'ambulatoire, on nous expliquait que les blocs périnéaux en proctologie, c'était beaucoup mieux que les anesthésies générales ou les rachianesthésies. Et puis, il y avait d'ailleurs en particulier quelqu'un à Genève qui opérait des milliers de patients avec des blocs périnéaux en proctologie en ambulatoire. Malheureusement, ce confrère est décédé il y a maintenant plusieurs années. Et puis, on ne sait pas ce que c'est devenu. Et je voulais vous demander, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est démontré que c'est mieux que l'anesthésie générale ou que la rachianesthésie? Qu'est-ce qu'il en est en 2020?
Alors, il y a toujours les blocs périnéaux. Alors, ils ont des applications un peu différentes et ils sont faits maintenant en échographie. Ils sont faits sous échographie où on va chercher spécifiquement les localisations qui permettent de mettre l'anesthésique locale au bon endroit. Donc, ça continue à être fait. Alors, c'est vrai que ça a été complètement gommé par ce qu'on appelle, vous savez, si vous faites de la chirurgie proctologique, le saddle block, c'est-à-dire les blocs en selle, notamment rachianesthésie, où on faisait de très faibles doses d'un anesthésique local hyperbare en position demi-assis chez les patients. On attendait que ça s'élimente, si vous voulez, et qu'on ait un bloc très bas. Et à ce moment-là, évidemment, les chirurgiens pouvaient intervenir sur la chirurgie proctologique. Et ça a été un petit peu battu en brèche avec l'arrivée des nouveaux anesthésiques locaux qui n'étaient plus hyperbares mais isobars et qui ont généré beaucoup de problèmes aux anesthésistes dans un premier temps parce que c'était pas assez ni puissant ni long dans la durée. Donc on est revenu à ce moment-là au bloc périnéaux et puis de nouveaux anesthésiques de courte durée d'action, mais cette fois-ci hyperbares sont arrivés et donc on est revenu à nouveau au saddle block. Alors les blocs périnéaux, ça se fait chez les patients essentiellement qui ont notamment des problèmes avec des anti-agrégants plaquettaires ou bien des anticoagulants qu'on ne peut pas arrêter complètement et pour qui on fait les blocs périnéaux plutôt qu'une rachianesthésie. Les blocs périnéaux, comme la rachianesthésie en selle, ont été montrés comme supérieurs en termes de qualité de prise en charge des patients et surtout entraînant évidemment moins de complications chez les patients. Donc oui, ça se fait toujours et ça se fait sous échographie et neurostimulation sentinelle. Oui, absolument. Une remarque très courte. Vas-y, Michel. Très courte. Pour les neuropathies chroniques, avec Hervé Boisis, on a été obligé de temps en temps de faire des neurolyses au niveau du plexus brachial pour des blocs axillaires. C'était toujours à la suite de séries d'apprentissages par des jeunes qui se promenaient un peu trop facilement dans les éléments vasculo-nerveux. Et toujours, il y avait des hématomes avec des hypertrophies de l'épinère. Et la neurolyse soulageait un peu ces patients. Ces complications ont quasiment disparu dans ma pratique depuis que vous avez introduit l'échographie. Bien sûr. Ça a été un avantage considérable. Il y a un moment, sur les anesthésiques de longue durée, on se demandait si ce n'était pas l'anesthésique de longue durée qui était alors l'origine de la neuropathie chronique. Mais je ne suis pas sûr que vous en ayez fait la démonstration. Non, ça n'a pas été montré, non, vous avez raison. Ça a été montré uniquement, dans le cadre d'injection intraneurale réelle, intrafasciculaire, mais sinon, ça n'a pas été montré. Merci en tout cas, bravo. Merci monsieur de cette excellente présentation et de nous applaudir, bien sûr, mais vous n'entendez pas, c'était un petit peu dommage, parce que il faut savoir à cette situation de la Covid-19. Mon cher président, je te rends la parole pour que tu nous introduises, encore une fois, le dernier orateur, je crois, de cette journée scientifique.